C'était super. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec une invitée très spéciale. Il s'agit de Léa qui va se présenter tout à l'heure. Et si on est présente aujourd'hui, oui, aujourd'hui, c'est pour vous parler d'études de genre, de matrimoine, et de d'autres joyeusetés, d'autres joyeusetés, d'Annie Ernaux aussi, sûrement. C'est parti. On va commencer déjà par te demander de te me présenter. Ton parcours scolaire, universitaire. Oui, bah du coup moi c'est Léa, je suis actuellement en M2 de lettres, en recherche également. Ma formation elle est plutôt classique, j'ai fait un bac littéraire à l'époque où ça existait encore. Ensuite je suis allée 2 ans en prépa littéraire et j'ai continué après ma licence de lettres modernes et mon master de recherche en lettres également. Et du coup là je suis en train de préparer mon mémoire de recherche comme l'IA quoi finalement. Au niveau de ton mémoire, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les œuvres sur lesquelles tu travailles? Oui. Quelles sont les problématiques Du coup, moi je travaille en fait en littérature comparée, c'est-à-dire que je vais pas travailler que sur la littérature française, je vais faire littérature allemande, anglaise et française, plutôt contemporaine on va dire quand même, parce que c'est les années 1920 donc c'est pas trop loin non plus. Je travaille sur en fait des romans écrits par des femmes dans les années 1920 et ce qui m'intéresse dans ces romans, c'est surtout qu'elles mettent en scène des comportements qui sont jugés comme déviants à l'époque parce qu'elles sont lesbiennes, qu'il y a des histoires de travestissement, que ce sont des femmes qui cherchent à s'émanciper et qui viennent donc questionner un peu la morale de l'époque. Et je travaille donc sur ces superbes textes. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire sur quel texte exactement les romans oui. qui s'intéressent Alors, mon corpus se compose de 3 romans. Alors, c'est le corpus principal. Après, des fois, je fais appel à droite à gauche à d'autres textes. Mais on a Carnaval de Mireille Havé, qui est écrit en 1922. Painted Today, ou Portrait d'aujourd'hui dans la traduction de Hilda Doolittle, qui est écrit en 1921 et qui a été publié qu'en 1992. Je suis précise, hein. Et Das Brandmal de Amy Hennings. En français, c'est La Flétrissure, qui a été écrit en 1920 aussi. Voilà, c'est mon corpus principal. 3 romans, c'est assez dense pour un mémoire de M2. Ok, et qu'est-ce qui t'a fait te tourner vers ces romans-là ou vers ce type de sujet? Ça a été quoi ton processus? Le cheminement a été un peu long. En fait, en M1, j'étais pas du tout partie sur ça. Je voulais étudier les espaces du Grand Nord dans la littérature, donc rien à voir, parce que je suis fan de Jack London en fait. Mais très vite, j'ai vite compris que j'avais ni la fibre éco-critique, ni des compétences pour les langues du Nord en fait, parce qu'en littérature comparée, il faut pouvoir travailler avec les langues d'origine. Et en fait, depuis mon lycée, je suis très investie dans ces questions de féminisme, d'autrice. J'aime bien découvrir des femmes artistes. Et je suis en fait juste passionnée par la période des années 20. Ça, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Donc, quand j'ai dû me questionner sur un sujet quand même qui pourrait me plaire, parce que travailler sur un mémoire, ça veut dire penser au mémoire pendant son temps libre. C'est quelque chose qui ne nous quitte jamais. Donc, si on n'est pas vraiment intéressé par la question, on a vite fait de plus avoir envie de travailler dessus. Et en fait, c'est spontanément que j'en suis venue à me dire que j'allais travailler sur la période des années 20. Et en fait, la question des femmes a coulé d'elle-même un peu par la suite, où je me suis dit, les années 20, c'est trop vague, il faut trouver un angle d'attaque un peu plus spécifique. Et là, je me suis dit, mais en fait, les femmes, bien sûr que ce sera les femmes, parce que c'est des questions importantes, c'est des questions qui sont actuelles, et on peut trouver aussi des éclairages dans les œuvres du passé. Voilà. Et puis surtout les années 20, c'est très marqué par la transgression, la fête, l'émancipation. Dans l'imaginaire collectif, en tout cas, oui. En pratique, en fait, moins. Mais c'est quelque chose que j'ai découvert du coup en travaillant dessus, parce qu'on s'imagine assez spontanément les années 20, Gatsby quoi, c'est fête, drogue, alcool, on est un peu fou, les femmes sont libres, c'est Coco Chanel, la mini-jupe, etc. Donc ça existe, et c'est pour ça, le mythe des années 20, il s'appuie là-dessus.
Mais dans la réalité sociale des femmes à l'époque, c'est surtout le retour des hommes de la guerre, c'est la perte du travail. Les femmes occupaient les emplois des hommes et on leur a dit bien gentiment, c'est bon, vous rentrez chez vous, vous faites des enfants parce que la nation a besoin de nouveaux guerriers. Réarmement démographique, finalement. Exactement, mais vraiment, c'est vraiment la politique, c'est ça, c'est vraiment une politique de réarmement démographique et donc il y a beaucoup de droits des femmes qui sont en fait complètement ignorés, même si voilà, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, avec notamment les mouvements anglo-saxons, les suffragettes, etc., on commence à parler droit de vote. Donc, c'est des mouvements qui sont inégaux en Europe. Mais parce qu'en France, le droit de vote, c'est il est super 44, tard, oui, 45. c'est ça. Donc, En fait, en France, c'est pas trop la question en fait, du droit de vote. C'est pas les questions prioritaires en France, en tout cas. On voit bien qu'il y a une influence de l'Angleterre, mais ça va d'abord prendre aux États-Unis. Et il y a plus la question de la libération sexuelle qui est au centre des débats, de l'homosexualité, du lesbianisme. Et puis, oui, voilà, donc c'est un imaginaire qui s'est construit, c'est un mythe qui s'est construit sur les années 20 avec des œuvres cinématographiques, littéraires, etc. Et parce que dans la presse, on aimait bien exciter aussi le mythe de la femme nouvelle, de la garçonne. Attention, messieurs, les femmes se subvertissent, les femmes font n'importe quoi. En gros, l'idée, c'était il faut les garder en laisse. La presse aime bien agiter un peu le drapeau, alors qu'en fait, bon, c'était... Il y avait des femmes, voilà, qui faisaient la fête. C'était surtout une aristocratie des expatriées américaines, en fait, qui ont dégéré un peu ces modes d'excentricité. Mais du coup, il y a tout un jeu entre imaginaire collectif qui se met en place dans les œuvres littéraires, picturales ou dans la presse, et la réalité sociale des femmes qui est un peu différente. Donc, les œuvres qu'on étudie, en fait, permettent aussi de mettre un peu en regard ce qui est de l'ordre de la réalité, de la dénonciation de la situation des femmes et ce qui est de l'ordre voilà, du fantasme. Et en parlant du monde anglo-saxon, etc., on va parler des gender studies. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, comment est-ce que c'est né, comment est-ce que c'est arrivé en France? Du coup, les gender studies, en français, c'est les études de genre. C'est une façon d'aborder l'histoire, les sciences sociales, la littérature, qui est assez récente. Ça arrive dans les années 80 dans les universités d'abord anglo-saxonnes. Et ce sont des études qui vont, donc je l'ai dit, qui sont interdisciplinaires, mais qui vont venir questionner les pratiques que nous avons héritées d'une certaine vision de la société. C'est-à-dire qu'on va voir spontanément cette répartition de la société en catégorie homme-femme, qui est basée en fait sur le sexe, donc ce sont des attributs génitaux mâle-femelle, auxquels on va associer des comportements spécifiquement masculins ou féminins, qui vont entraîner toute une forme de pratique. On va dire spontanément, voilà, la femme est douce, sensible, mais c'est parce qu'elle est une femme, alors que l'homme est fort. Je caricature, bien sûr. Il peut être colérique, impulsif, mais parce que c'est un homme. Et une femme, c'est hystérique. Voilà, alors qu'une femme, colérique, quand elle a ces attributs-là, non. Elle est malade, elle est déviante. C'est vraiment des termes qui sont utilisés, des termes médicaux. Et on va dire une femme parce que elle est disposée d'une certaine façon biologiquement parlant, elle va pas avoir accès à toutes les formations, à toutes les professions, elle va pas occuper le même statut. Par exemple, la politique, oh non, pas pour les femmes qui sont trop sensibles, c'est trop compliqué, etc. Et donc, c'est des gender studies, elles viennent dire que on a attribué certains comportements aux hommes et aux femmes en raison de leur sexe, et donc va découler un certain nombre de pratiques, souvent discriminatoires pour les femmes, en raison de cela. Et donc, le but des gender studies, c'est de dire, attention, genre et sexe, ce n'est pas la même chose. Sexe, oui, effectivement, nous avons des attributs qui font que nous sommes femelles, mâles, donc oui, il y a la question de la reproduction qui en découle derrière, mais le genre, gender en anglais, c'est quelque chose de culturel. Ce sont des pratiques sociales qui ont été associées à ces catégories. C'est marqué géographiquement parlant, parce que en Chine, en Allemagne, en Amérique du Sud ou en Afrique, ce ne sont pas les mêmes pratiques qui sont associées au sexe. Et c'est historique parce que, je sais pas, moi, au XVIIIe siècle, c'était bien vu, par exemple, pour un homme de pleurer. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, on a des catégories qui sont mouvantes. Et le but de ces gender studies, c'est de les mettre en avant, de dire, attention, nos pratiques ne vont pas de soi, c'est pas immuable, c'est pas intangible. Et il faut bien comprendre que c'est construit et il y a des imaginaires qui jouent avec. Et donc, on essaye de les déconstruire pour aussi questionner un peu nos rôles et essayer
de libérer ceux qui en souffrent en fait de ces pratiques, hommes comme femmes finalement. Comme tu l'as dit, les gender studies, c'est interdisciplinaire, donc ça peut toucher à la sociologie, l'histoire, etc. Comment est-ce qu'on peut appliquer les gender studies à la littérature et aux études littéraires? Alors à la littérature, la question de genre, elle va toucher en fait plusieurs pôles. Elle va toucher tout ce qui correspond à la grammaire, à la linguistique, avec la question, un mot masculin, féminin, féminisation ou démasculinisation de la langue. Donc il y a des questions très concrètes qui s'appliquent à la question de genre en grammaire et en linguistique. On va avoir la notion de genre qui va intervenir au niveau cette fois-ci de la signification du genre comme genre littéraire, c'est-à-dire la répartition des œuvres dans des catégories selon les thématiques qu'elles abordent, la forme qu'elles emploient. Typiquement, on répartit les œuvres littéraires assez spontanément en poésie, théâtre, roman, littérature d'idées. C'est ce qu'on voit dans les programmes du secondaire. Donc il y a tout un pan des études littéraires qui se consacre à ces questions, qui montre comment est-ce qu'on en est arrivé à décider qu'il y ait ces genres-là, qu'est-ce qu'un genre littéraire, etc. Et puis maintenant, on intègre à tous ces questionnements un sens proche de ce que je viens de décrire, c'est-à-dire est-ce que les œuvres littéraires mettent en scène un certain nombre de réflexions vis-à-vis du gender, des pratiques associées aux hommes et aux femmes? Est-ce qu'on remet en cause en fait les normes du genre? Si oui, comment? Est-ce que ça trouve une expression littéraire? Parce qu'il ne s'agit pas juste d'en parler, c'est déjà bien, mais il s'agit aussi de voir si la remise en cause du genre, donc des pratiques normées, trouve son expression d'une façon littéraire, c'est-à-dire un refus d'un genre spécifique en littérature. Par exemple, j'écris un roman, là je prends clairement un exemple de mon corpus du mémoire, qui remet en cause les pratiques genrées hommes-femmes et qui dit voilà, on voit bien que c'est un comportement qu'on associe au féminin, mais c'est totalement arbitraire, ça n'a pas lieu d'être, et ça plusieurs fois. Et en même temps, le roman va refuser d'embrasser ce qu'on attendrait d'un roman classique, c'est-à-dire qu'on va jouer avec la norme du théâtre, du poème, de la correspondance, et donc on va refuser d'inscrire son texte dans un genre spécifique. Ça peut être un exemple de cette expression littéraire du refus du genre. Pour faire le lien entre genre littéraire et genre, en anglais par exemple, c'est pas les mêmes mots du tout. Non. En allemand non plus, alors qu'en français, il y a cette ambiguïté-là. Donc est-ce que il y aurait des genres littéraires qui seraient plus utilisés par les femmes? Pourquoi? Ou alors est-ce que c'est réparti équitablement en fait entre les hommes et les femmes? Ouais, ça je pense que ça dépend de la période en fait qu'on étudie, parce que là encore une fois c'est mouvant. Les femmes elles n'ont pas accès à l'écriture, à la lecture de la même manière dans l'histoire. On voit qu'il y a beaucoup de femmes dramaturges, par exemple, au XVIIe. Il y a des femmes qui écrivent des romans fleuves au XVIIe. On pense à Madame de Lafayette ou Madame de Scudéry. Au XIXe siècle, il y a des poétesses, mais les femmes, c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus retranchées dans la sphère romanesque. Mais là, encore une fois, c'est bien précis. C'est pas le roman picaresque ou le roman d'apprentissage avec un personnage qui évolue dans la société. Ce sont des manuels de didactique. Donc d'apprentissage, comment tenir un foyer, comment devenir une femme, comment devenir une super femme d'intérieur en fait, ou je sais pas, un livre pour être une bonne épouse, pour réussir son mariage. Enfin je dis vraiment des exemples comme ça. Hein. Sinon ça va être de la romance. C'est encore le cas aujourd'hui je pense. Hein. On associe en tout cas assez spontanément les autrices à l'écriture de la romance. On le voit avec les nouveaux sous-genres de la romance qui arrivent aujourd'hui, notamment avec les réseaux, hein, t'en parlais, sur TikTok, avec la new romance, la dark romance, etc. Oui, parce que c'est essentiellement j'ai envie de dire, écrit féminin par des femmes et adressé à un public féminin. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi avant, puisque Madame de Lafayette, par exemple, écrivait pour les femmes. Il y a un rapport à la romance, un auteur masculin ne pensera pas forcément à s'adresser à un lectorat typiquement féminin. C'est des choses différentes parce que la romance, de toute façon, il y a des chercheuses qui le disent très bien, mais à un moment donné, quand on est une femme et qu'on écrit un roman, elle expliquait, en tout cas pour avant 1950, j'ai envie de dire, forcément la question de la romance, elle est importante parce que la vie d'une femme va se définir en fonction de son mariage. Tout est tourné pour le mariage et la domesticité. Les programmes scolaires, c'est apprendre à coudre, apprendre à faire ton trousseau de mariage, donc c'est-à-dire les vêtements que tu vas emporter une fois que tu es mariée. On va lui apprendre à bien se tenir, à savoir à peu près lire pour pouvoir tenir une conversation dans un dîner mondain. Tout est tourné vers le mariage, donc forcément dans les écrits littéraires, à un moment donné, la question de l'identité de soi ou du rapport aux autres,
ça va passer par la romance parce que c'est une catégorie fondamentale de l'existence d'une femme. Maintenant, pour ce qui est des hommes qui ne s'adressent pas spécifiquement à un lectorat masculin comme une femme le ferait, c'est parce qu'on a cette idée préconçue et un peu fausse que le masculin est universel et neutre. Donc un homme qui a cette vision-là du masculin universel et neutre ne va pas prendre la peine d'adresser particulièrement une adresse à un lectorat spécifique, alors que le féminin, c'est tout de suite spécifique. C'est tout de suite ancré, ça renvoie tout de suite à un certain imaginaire. Et donc là, peut-être qu'il y a le besoin de dire ça ne s'adresse pas qu'aux femmes, ou au contraire, je suis une femme, je m'adresse spécifiquement à un lectorat féminin qui comprendra ce que je vis parce que le féminin n'est pas universel et n'est pas neutre en théorie. On va parler d'un terme qui est souvent associé aux études de genre, mais qui déjà l'association ne va pas de soi, le terme ne va pas de soi non plus, c'est le matrimoine. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Puisque le terme de matrimoine est souvent taxé de pas neutre, alors que le terme de patrimoine va être beaucoup plus accepté. Oui. Mais selon moi, c'est pas neutre non plus d'utiliser c'est pas le terme de patrimoine. Oui, c'est ce que je disais, le masculin, c'est une idée reçue, que ce soit neutre et universel, ça traduit toujours une expérience singulière, celle d'un homme en fait, qui n'est pas forcément celle d'une femme. Le matrimoine, c'est un terme qui est mis en avant depuis quelques années, notamment quand il a été proposé de faire figurer pour les journées du patrimoine l'intitulé suivant, journée du patrimoine et du matrimoine. Ça a fait beaucoup jaser, ça a fait beaucoup parler, ça a été taxé de néologisme, de volonté de trop s'engager sur un terrain féministe. Alors le matrimoine, en fait, c'est pas un néologisme, c'est un terme qui existe en fait depuis le Moyen-Âge. C'est littéralement ce qui est légué par la mère. Le patrimoine, c'est ce qui est légué par le père. Quand il y avait des gens qui se mariaient au Moyen-Âge, il y avait patrimoine légué, donc ce qu'on reçoit de l'homme, matrimoine légué, ce qu'on reçoit de la femme. C'est un terme qu'on aimerait remettre en avant. Alors ça, c'est notamment Aurore Evin, c'est une chercheuse qui travaille énormément sur cette question. On mettra des articles en barre d'infos si ça intéresse. Évidemment. Mais en tout cas, elle est vraiment spécialisée là-dessus et elle explique qu'en fait, on a envie de faire figurer matrimoine sur ses intitulés parce que dans le patrimoine, donc l'héritage en fait culturel, alors pour l'exemple français, on retrouve quasiment que des œuvres produites par des hommes. On pense au panthéon littéraire, nous viennent spontanément en tête Victor Hugo, Sartre, Dumas. Pour les plus chanceux, on a quand même Madame de Lafayette, Christine de Pisan, Olympe de Gouges, voilà. etc. Mais en fait, il y a très peu de femmes qui sont mises en avant et pourtant, il y a toujours eu des femmes pour écrire, chanter, danser, sculpter, enfin, pour produire des œuvres artistiques. Mais elles ne sont pas passées à la postérité. Donc il y a une vraie envie de mettre en avant ces femmes créatrices et de dire elles existent, elles font partie de la culture, elles sont tout aussi légitimes d'être retenues. Et c'est aussi un moyen de pointer l'arbitraire de l'histoire littéraire, par exemple, parce que l'histoire littéraire telle qu'on la connaît aujourd'hui s'écrit au XIXe siècle. Et bien sûr que entrent en ligne de compte des valeurs qui sont extra-artistiques. Elles sont idéologiques, politiques, morales. Et on a choisi à dessein de ne pas retenir des femmes parce qu'elles n'étaient pas dignes, légitimes en tout cas d'y figurer, de figurer dans les manuels. Et pourtant elles étaient là, elles ont écrit, dire que on ne retient pas de femmes autrices dans les histoires littéraires, c'est parce qu'elles ont écrit soit mal ou alors parce qu'elles n'ont pas écrit, c'est faux. Elles ont écrit très bien et c'est juste qu'on a choisi de ne pas les retenir et donc c'est une vraie volonté de rétablir un certain équilibre dans le paysage culturel ici français, parce que c'est l'exemple français qui est cité. Et moi, je trouve que c'est pas mal, quoi. Et du coup, comment est-ce que tu lirais le matrimoine avec les études de genre? Est-ce que les deux sont forcément indissociables? Je pense pas que les deux soient nécessairement indissociables parce que j'ai pas rencontré en fait ce terme énormément, même peut-être que c'est quelque chose qui va arriver en fait. Pour mon cas, enfin je pense que c'est pas que mon cas, c'est de toute façon le cas de personnes qui travaillent sur un corpus d'œuvres exclusivement féminin. À un moment donné, c'est de dire, de poser cette question du matrimoine parce qu'on a quand même des femmes qui produisent, là c'est de la littérature donc il y a quand même... On a accès quand même à une pensée de façon assez directe, qui ont conscience de cette lacune. On a des femmes qui expriment clairement dans leurs œuvres qu'il y a un problème d'identification, de représentation. Elles disent, mais en fait, je n'ai autour de moi que des modèles masculins. Comment est-ce que je suis censée me représenter en tant que grande autrice, poétesse de génie, si
Si j'ai pas d'exemple sur lequel m'appuyer, il n'y a pas de filiation possible comme c'est possible pour un homme. Enfin, un homme pourra toujours dire ah oui, Homer. Enfin là, je prends vraiment les grandes catégories quoi. On pourrait dire Sappho finalement. Ouais, on pourrait dire Sappho. Clairement, il y a Sappho dans le lot, mais en fait, mis à part Sappho, il y a qui? Et donc, c'est des femmes qui disent ben voilà, moi j'ai pléthore d'exemples masculins. Donc elles vont souvent réécrire les mythes, les grandes figures masculines, les grands mythes. En les rendant plus féminins ou en mettant des femmes à la place pour essayer de construire un matrimoine. Mais c'est des femmes qui ont bien conscience qu'il n'y en a pas en fait et que ça pose vraiment problème de ce point de vue-là, de l'identification, de la représentation, de la filiation. Et il y a volonté de leur part aussi, je pense, pour certaines en tout cas, de construire ce matrimoine et d'en faire partie intégrante. On va parler maintenant d'un sujet qui est, je vais pas te le cacher, extrêmement brûlant, notamment sur la sphère internet. J'ai pu voir énormément de polémiques à ce sujet. Il s'agit du terme d'autrice. J'aurais pas pensé qu'il soit aussi polémique encore sur les réseaux. On voit souvent des gens dire que le terme d'autrice n'a pas lieu d'être. Déjà, pourquoi est-ce qu'on utiliserait le terme d'autrice alors que le terme d'auteur masculin neutre universel existe? Ouais. En gros, pourquoi est-ce qu'on tient autant à ce terme-là puisque, selon ces personnes-là, il s'agit d'un néologisme. Tu vas nous l'expliquer, mais ce terme était déjà utilisé il y a très très longtemps. Donc ceux qui partent à la chasse au néologisme, c'est faux. Oui, c'est faux. Ouais, c'est pas du tout un néologisme. C'est un terme comme matrimoine qui existe en fait déjà au Moyen-Âge. Ça remonte même... Enfin, là encore, on mettra des articles pour ceux que ça intéresse. Enfin, ça se retrouve déjà dans des grammaires latines, il me semble. C'est avec auctrice. Donc, le terme latin est utilisé, il existe, au Moyen-Âge aussi. Et en fait, oui, le métier d'autrice existait alors que le métier d'actrice n'existait pas. On n'avait que actor en latin. Et en fait, les chercheurs, ou les chercheuses surtout, expliquent très bien que en fait, il y a un revirement de situation qui arrive au XVIIe siècle où on choisit de réformer la langue française, la grammaire française, mais ces réformes vont être investies d'une idéologie masculine, pour pas dire masculiniste et misogyne en fait, où on va choisir de supprimer de la langue un certain nombre de termes féminins, comme autrice. En fait, on considère qu'une femme n'a pas forcément à occuper une posture sociale aussi valorisée, parce que l'auteur, c'est une posture sociale qui grimpe à cette période-là. Au XVIIe. À partir du XVIIe, XVIIIe siècle, c'est là où on va reconnaître les droits d'auteur, etc. Donc c'est quand même... ça prend du galon, quoi, et quand c'est valorisé socialement, on se dit, ah, peut-être que les femmes, non. C'est un peu la mentalité qu'il y a, et du coup, on va avoir un chiasme, un croisement qui va s'opérer, où on va arrêter d'utiliser le terme autrice, et à la place, on va créer un néologisme. Pour le coup, il y a un vrai néologisme, c'est actrice. Parce que actrice, c'est un métier qui n'est pas très bien vu. C'est la femme qui monte sur scène, qui monte son corps. Une association est très vite faite avec le métier de prostituée. Et il y a tout cet imaginaire qui va rester avec le métier d'autrice. C'est une femme qui se met en avant publiquement, etc. Donc on va refuser la posture d'autrice et on va accepter celle d'actrice finalement, en ne conservant donc que le statut d'auteur. Et ça, c'est quelque chose qui va continuer jusqu'au XVIIIe, où par exemple, il y a des projets de loi pour interdire aux femmes de lire, d'écrire, etc. Le XIXe, c'est pas le siècle le plus tendre avec les droits des femmes et la représentation des femmes. Et donc, il va falloir vraiment attendre là, les dernières années, où il a fallu combattre vraiment avec l'Académie française pour remettre au jour, en fait, ce mot qui existait. Donc, autrice n'est pas un néologisme, c'est un terme qui existe. Il y a eu une masculinisation de la langue française. On a refusé, en fait, de faire exister un mot, parce que si le mot n'existe pas, la réalité ne peut pas se dessiner non plus. Enfin, si on n'a pas de mot pour désigner une posture, et bien finalement c'est comme si la posture n'existait pas, alors qu'il y a des femmes qui ont écrit et qui étaient autrices en fait. Donc c'est tout le côté un peu malsain de cette pratique-là. Et il a vraiment fallu batailler avec l'Académie française, et encore récemment, parce qu'il disait, non, on a inventé cette règle du masculin universel neutre, donc il n'y a pas lieu de mettre le terme autrice. Et c'est vraiment intéressant de se demander pourquoi ce terme a autant
susciter de débat, alors que acteur, actrice, ça pose pas de problème, infirmier, infirmière, lecteur, ça pose pas de problème, ouais. lecteur, lectrice, mais autrice, c'était vraiment compliqué, donc ça a été une bataille durement menée, mais qui a payé, parce que c'est un mot qui est aujourd'hui autorisé par l'Académie française, c'est dans les dictionnaires, ce n'est plus pénalisé dans les copies, et oui, c'est important de dire autrice, il y a des gens qui veulent dire auteur, soyons honnêtes, moi je l'utilise on l'entend pas. Le E on l'entend pas, il est autorisé aussi il me semble, mais à l'oral finalement ça participe encore à cette invisibilisation d'une posture particulière quoi. Bah écoute, j'ai eu exactement la question sur TikTok il y a quelques mois où justement j'avais fait une blague sur le fait que les masculins n'aiment pas qu'on dise autrice. Et il y a une personne pour le coup très très bien intentionnée qui m'avait demandé mais pourquoi est-ce que on dit pas auteur. J'ai dit les deux sont acceptés mais moi je préfère utiliser autrice parce que à l'oral on entend la différence. Oui, surtout et je veux faire la différence. Pas de raison de pas l'utiliser puisqu'il existait déjà, enfin, et qu'il y a les racines latines etc pour le montrer, donc il y a, même d'un point de vue étymologique c'est bon quoi en fait autrice, donc pourquoi pas en fait. On va revenir un petit peu à l'histoire littéraire, le canon littéraire dont on a parlé tout à l'heure. Pourquoi est-ce que quand on pense aux classiques, quand on pense au canon littéraire, il y a au final, comme on a dit, très peu de femmes dedans, alors que certaines, évidemment pas toutes, mais étaient reconnues de leur vivant par leur père et au final ont été complètement occultées, invisibilisées après. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce processus Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu dans le fait qu'on ne retienne pas des femmes plutôt que des hommes. C'est toute la question de rendre légitime une œuvre. Et voilà, on l'a dit, l'histoire littéraire, c'est pas que des critères. Alors je parle d'histoire littéraire, mais on pourrait étendre ça à d'autres œuvres. Là, c'est parce qu'on est un peu plus spécialisé là-dedans. Mais l'histoire littéraire, dans la façon de la constituer, il y a d'autres choses qui entrent en jeu que juste des critères littéraires. Aussi incroyable que cela puisse être. On va reparler des critères littéraires parce que c'est aussi un argument qui est beaucoup... C'est un argument qui est beaucoup utilisé. Il y en a qui vont dire naïvement, c'est simple, si des femmes, elles n'ont pas été retenues, c'est qu'il faut accepter qu'elles ont moins bien écrit que les hommes. C'est ça, qu'elles ont fait des œuvres qui étaient mauvaises, de moins d'intérêt. C'est un argument qu'on peut explorer, on peut se dire, peut-être pas. Moi, c'est la question que je me suis posée aussi en cherchant des livres, en me disant, mais peut-être que s'il n'y a pas trop de femmes connues des années 20, c'est qu'elles ont produit de moins bonnes œuvres. De toute façon, les années 20, déjà, c'était pas une période super étudiée, en fait, en littérature. Mais en fait, non, bien sûr que non. Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Quand on veut faire passer une œuvre à la postérité, il faut que ça passe par les institutions, il faut que ce soit reconnu. Et puis... avant déjà en fait tout ce processus d'institutionnalisation de l'œuvre, il y a tout ce qui se passe avant qui est beaucoup plus compliqué pour une femme. Enfin, une femme déjà il faut qu'elle puisse lire, il faut qu'elle puisse écrire, il faut qu'elle ait le temps d'écrire, parce que une femme elle va devoir quand même s'occuper de son ménage quoi, enfin de la maison, elle doit avoir des enfants, enfin même encore pour les années 20, enfin même encore jusqu'aux années 40, 50, 60, c'est le cas, enfin les droits des femmes. C'est pas parce qu'on pourrait dire avant, par exemple, les lois Ferry, etc. Donc il y avait évidemment la question de l'éducation qui rentrait en jeu, mais même après les lois Ferry, il y a quand même une discrimination. Alors je me souviens plus exactement de la date, mais les femmes à l'université, c'est encore après. C'est très tard, et même les programmes sont pas équivalents. Enfin, le programme au début avec les lois Ferry pour les femmes, donc filles et garçons sont séparés à l'école, les programmes sont pas les mêmes, le niveau d'études n'est pas aussi poussé. Les matières qu'avaient les femmes, c'était tricot, couture, comment constituer son trousseau pour se marier, enfin, pendant que les garçons faisaient latin et grec. Donc là, encore une fois, c'était des programmes plus axés langue vivante, alors que les garçons, il y avait plus de sciences, par exemple. Enfin, là, encore une fois, il y a des ouvrages d'histoire, Troisième République, programme et culture, il y a plein de choses écrites dessus. Mais donc déjà, les femmes, il faut qu'elles aient cette éducation-là qui entre en jeu. Ensuite, il faut qu'elles aient le temps d'écrire. Les conditions matérielles, il faut qu'elles aient un mari aussi qui accepte qu'elles puissent écrire, parce que c'est pas le cas de toutes. Et une fois qu'on a déjà coché tous ces critères, il faut se faire publier. Donc là, problème, bien souvent déjà on adopte un nom masculin parce que une femme qui écrit on n'aime pas trop. Bien souvent aussi il faut se conformer à un genre littéraire. Les femmes elles vont davantage publier des manuels de didactique etc. alors que les hommes on leur dit pas
Non, on n'écrit pas de romans, on n'écrit pas de théâtre, on n'écrit pas de poésie. Les femmes, déjà, il y a ce choix-là de rentrer dans une certaine attente pour pas essuyer trop de refus de la part des éditeurs. Et même si ces attentes sont comblées, il y a toujours le risque que de toute façon ce soit une femme. Et qu'en plus, comme elle s'est conformée à des attentes, enfin, pardon, mais personne n'a envie de lire un livre de didactique écrit par une femme au XVIIIe siècle. Ça n'a... Enfin... à moins qu'on l'étudie, mais pour le plaisir, ça me semble pas être le cas. Donc, et une fois que si la femme s'écarte de ces critères et qu'elle publie autre chose, je dis n'importe quoi, un roman d'aventure ou la meilleure romance de tous les temps, subsiste le fait après qu'il y a cet après dont je parlais juste avant, avec l'institutionnalisation, est-ce qu'on va la retenir et c'est qui est-ce qui fait ça? C'est l'académie, c'est des histoires politiques qui sont faites par des hommes et qui ont un très mauvais point de vue sur les femmes. Enfin, le 19e siècle, c'est quand même l'époque où on considère qu'une femme qui écrit et qui a du génie, comme George Sand ou Colette, ce sont des âmes d'hommes qui sont emprisonnés dans les corps de femmes. On les taxe de plein de noms, de déréglés, d'inversés, avec des termes de psychopathologie. Donc, ce sont des femmes qui sont malades, qui sont pas normales. Donc il y a quand même tout un système très pervers autour d'une femme qui écrit, en tout cas au 19e, encore au 20e siècle, et donc c'est très compliqué pour une femme d'être retenue, donc c'est aussi pour ça qu'elles ne figurent pas forcément dans les programmes, alors même qu'elles étaient connues. Enfin, Colette, c'était des best-sellers, littéralement, George Sand était bien acquis par la critique. Là, dans les femmes que j'étudie, il y a Mireille Havet, le premier roman, enfin le deuxième roman Carnaval, celui que j'utilise, il a été encensé par la critique, enfin tout le monde l'a mis en avant, c'était publié après par Albin Michel, donc c'est quelque chose d'assez accessible et pourtant ça n'a pas été retenu. Et le livre est bien, les critiques sont bonnes, donc finalement c'est des critères qui ne sont pas littéraires, qui appartiennent là à une idéologie, à une morale, à de la politique. Au niveau des programmes scolaires, donc ça fait quand même partie de choses obligatoire pour rentrer dans le canon littéraire. Il faut absolument être au programme des concours, du secondaire, etc. On a déjà, au niveau quantitatif, peu de femmes au programme. Et quand elles sont au programme, Colette d'ailleurs est au programme du secondaire, on va toujours avoir des femmes qui écrivent soit des récits autobiographiques, soit de la poésie, etc. Est-ce que on pourrait, je sais pas, proposer une porte ouverte pour intégrer des femmes. Pour intégrer des femmes, mais en dehors de, comme tu l'as dit, les genres littéraires de base, donc c'est-à-dire le roman sentimental, le récit autobiographique, la poésie. Pourquoi est-ce qu'on retrouve toujours les mêmes femmes, donc qui sont très bien, hein, Colette. Oui. Colette, c'est très bien. On a George Sand aussi, Madame de Lafayette, qui rentre dans les programmes, mais on n'a pas beaucoup de diversité, c'est ça. Ouais, parce que ça, c'est la question de la récupération. C'est que finalement, c'est histoire de dire, voilà, vous vouliez des femmes, c'est on ça. en a mis, rien que de mettre une femme, c'est déjà la diversité. C'est ça, c'est dire, voilà, on vous a mis, mais il faut regarder aussi qui est-ce qu'on nous met. Si on nous met Madame de Lafayette, bon, c'est très bien, Madame de Lafayette à étudier, c'est très intéressant, mais il n'y a pas que Madame de Lafayette qui a écrit. Et surtout, qu'est-ce qui est valorisé derrière? C'est quand même des récits qui sont assez policés, qui remettent pas trop en question parfois les normes du genre. Là, je parle de normes du genre parce que c'est le thème de la vidéo en fait, mais enfin, il n'y a pas de revendications politiques, sociales, enfin, on n'a pas d'œuvre de femmes marxistes au programme par exemple, alors que, je sais pas, ça pourrait être intéressant, enfin, là c'est un exemple comme un autre, mais il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qui est mis en avant. Des femmes parce qu'on nous en a demandé, mais il n'y a pas une vraie volonté non plus de diversifier le programme, alors que moi je suis sûre que si on cherche, de toute façon il suffit de demander en fait aux chercheurs et chercheuses qui sont un peu spécialisés là-dedans, il y aura plein d'exemples. On cherche du roman sentimental ou du roman réaliste, à coup sûr qu'il y a des femmes qui en ont écrit et qui sont géniaux. On cherche de la poésie, bon là on a quand même beaucoup d'exemples à disposition qui figurent de plus en plus dans les anthologies, heureusement, mais qui sont pas assez mis en avant. Donc là il y a un manque de volonté, je pense, de la part des institutions de trop renouveler le programme, parce qu'après je pense qu'il y a aussi déjà un manque d'envie peut-être de la part des personnes qui ont cette capacité à le faire. Mais il y a peut-être aussi une peur des répercussions derrière de la part de certains parents. Et on voit bien que c'est quelque chose qui ne touche pas au fond littéraire. Enfin, c'est quelque chose de totalement autre.
Et enfin là, la solution, je crois que malheureusement, ça doit venir par le bas. Ça doit venir de professeurs qui ont cette envie d'enseigner, de montrer à leurs élèves qu'il y a des femmes qui ont écrit et qu'il n'y a pas que des femmes blanches du XVIIe siècle qui ont écrit, et que voilà, il y a des femmes issues de ce qu'on appelle la francophonie, des périphéries, des anciennes colonies qui écrivent en français, qui écrivent de façon très intelligente, brillante, et qui ont des choses à raconter, et que ça pourrait sûrement beaucoup plus intéresser aussi le jeune lectorat. Et puis c'est aussi après, aux étudiants, quand ils font leur master, de dire je vais peut-être choisir de promouvoir ces femmes qu'on a choisi d'invisibiliser, dont on ne veut pas parler, de montrer par A plus B, par des travaux sérieux littéraires, que elles n'ont pas été retenues. Ce n'est pas parce que ce n'est pas bon, mais c'est parce que ce sont des critères autres qui sont entrés en jeu. Et le fait de le montrer, de le répéter, progressivement, ça permet aussi de les faire découvrir à des camarades, aux futurs élèves qu'ils auront s'ils se destinent à l'enseignement, et ça doit venir de là. Je pense que ça ne peut que venir de là. Et après, ça vient aussi de la sphère médiatique et éditoriale, avec des maisons d'édition qui jouent le jeu. Il y en a de plus en plus. Des petites maisons d'édition qui ont vraiment une fibre engagée et qui choisissent de mettre en avant des récits percutants, qui dérangent, qui bousculent un peu nos façons de penser. On en cite quelques-unes, on en parlait avant. Il y a les éditions Divergence, Les Monts Métallifères. Moi, j'avais des éditions allemandes, Wallstein, pour ceux à qui ça parle. Mais voilà, il y a des maisons d'édition qui font ce travail-là aussi, de découvrir des auteurs et des autrices, de les mettre en avant et de permettre leur circulation aussi sur le marché du livre, parce que le marché universitaire et scolaire ne suffit pas. Donc là, c'est un travail conjoint avec les réseaux sociaux qui permettent aussi d'en parler, ce marché éditorial, la presse spécialisée, et bien sûr après l'enseignement. Mais je pense que ça viendra du bas et pas directement de tout en haut, quoi. On a un exemple d'une autrice qui marche très très bien, qui pour le coup est publiée dans des grandes maisons d'édition, dont on parle beaucoup, qui a reçu notamment le prix Nobel de littérature, c'est évidemment Annie Ernaux. C'est un nom qu'on entend énormément, on parle énormément de ses œuvres, donc ça c'est très très bien, et pour le coup j'adore Annie Ernaux. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu un moyen de dire, encore une fois, vous avez vu, on met une femme en avant, et dans ce que je vois, les hommes qui parlent de littérature classique, etc., vont déjà très peu parler de femmes, et quand ils parlent de femmes, ils parlent souvent de... femmes bien précises. D'Annie Ernaux. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? Comment est-ce qu'elle a pu, à ce point-là, s'insérer dans le champ médiatique, le champ littéraire ? Comment est-ce qu'elle a pu avoir un succès tel, elle, comparée à d'autres autrices contemporaines ? Déjà, comme tu l'as dit, c'est déjà une bonne chose qu'il y ait une femme en plus française qui ait pu recevoir un prix comme ça. Et là, je pense que le biais, il est double, parce que on est en France et c'est une femme française qui a reçu ce prix Nobel. Donc là, il y a aussi ce truc un peu fierté nationale. On remet en avant à l'échelle internationale des œuvres françaises. On joue avec cet héritage culturel de la France, nation, de l'écriture, etc. Là aussi, c'est un imaginaire très 19e. Alors pour elle et pas d'autres, comme dit, ça je pense que c'est une question un peu centre-périphérie, c'est-à-dire qu'il y a quand même cet imaginaire autour de la culture française, culture des arts, culture des lettres, de la langue française, etc., où on préférera mettre en avant quelque chose qui bénéficie finalement de cet imaginaire positif, plutôt qu'une autre femme qui est issue d'une culture qui est moins mise en avant pour ses productions littéraires. Oui, on a par exemple cette année le prix Nobel de littérature 2024, qui est du coup une autrice coréenne. Ouais. On a eu il y a quelques années Olga Tokarczuk. Ouais. J'ai l'impression que ça a permis quand même de faire connaître leurs œuvres, mais pas autant d'Annie Ernaux, qui pour le coup maintenant est devenu un classique de la littérature. Un classique. Comme dit, moi je pense que on a ce biais-là parce qu'on est en France et qu'elle est française, mais il y a après cet enjeu d'aura qui la soutient, parce que dont ne bénéficient pas ces personnes dont on dirait qu'elles viennent de cultures plus marginales en question de mise en valeur dans les représentations un peu plus populaires. Donc c'est un peu qui tout double, c'est qu'en même temps elle ouvre la voie, et donc on peut se dire il est permis de parler, tu l'as dit, de transfuge de classe quand on en parlait avant, d'avortement, etc. Enfin c'est des questions quand même difficiles. En plus on est dans
voilà, dans le post-MeToo, avec de plus en plus de paroles qui se libèrent aussi vis-à-vis de la place des femmes, la relation à l'enfant, enfin tout ça. Donc c'est bien, mais en même temps on peut se demander si c'est pas toujours les mêmes femmes, parce que voilà, encore une fois, c'est un jeu médiatique, c'est un jeu politique, et que c'est beaucoup plus facile pour les médias de parler d'une femme qui ne crée pas tant d'esclandre finalement que d'une femme issue de l'immigration, une femme qui a une position religieuse ouverte qu'elle défend, et parce qu'en fait elle va avoir, il y a des femmes qui vont cumuler comme ça un peu, on va dire, les critères de discrimination, et que ça va être beaucoup plus dur pour elles de prendre la parole sur la scène publique parce qu'elles vont faire l'objet de critiques vis-à-vis de leur origine sociale, de leur origine nationale, de leurs convictions religieuses, enfin elles vont vraiment parce que cumuler pour le coup, Annie Ernaux, c'est vraiment c'est une figure assez lisse finalement, enfin, mis à part le fait que cette posture de l'avortement, elle est difficile à soutenir, et aujourd'hui il y a vraiment des gens qui sont contre, quoi, enfin il y a tout le mouvement pro-life, etc., qui tapent sur les mains. C'est quand même une figure lisse, c'est une femme d'un certain âge aussi, donc elle a acquis un peu cette aura de respectabilité, elle est issue... et puis c'est une femme qui a réussi à sortir des classes populaires, elle n'écrit plus depuis les classes populaires. Ouais, c'est ça. Parce que maintenant elle s'est... donc c'est encore une question de quelle parole est-ce qu'on met en avant, quelle figure, et ça, elle fait aussi le jeu, je pense, oui, des médias, pour qui c'est plus simple, malheureusement, de mettre en avant ces figures féminines. Donc encore une fois, c'est positif, parce qu'il y a quand même une femme, il y a des sujets importants qui sont abordés, et donc ça ouvre la voie, mais pas totalement, parce qu'on va préférer des figures lisses. Alors encore une fois, il faut mettre des guillemets vraiment sur tout ce que je dis, pour ces médias-là, plutôt que quelqu'un qui va susciter plus de débats, alors qu'elle ne devrait pas en susciter, mais bon, la société est telle que... Oui, parce que pour le coup, Olga Tokarczuk, elle écrit vachement sur l'écoféminisme, etc. Ouais. Anne Kang, du coup, l'autrice coréenne qui a écrit sur le végétarisme. Oui, donc c'est vrai, c'est des choses qui posent c'est des vrais problèmes au-delà de la question féministe. Ouais, c'est ça, elle bénéficie de ce problème-là vis-à-vis... Encore une fois, nous, Français, c'est des cultures qu'on ne connaît pas encore forcément bien, ou qu'on n'a pas forcément étudiées, ou auxquelles on s'intéresse un peu moins spontanément pour certains. Heureusement, pas pour tous. Mais voilà, Olga Tokarczuk, je pense que j'écorche son nom, mais enfin, désolée, c'est de l'écoféminisme, donc elle cumule encore deux sujets un peu de niche. Féminisme, parce qu'il y en a qui sont très réfractaires à ça, le mot fait grincer des dents, alors qu'en soi, ce qui est demandé est pas fou, je pense. Et il y a encore ce côté d'éco-critique, de lien avec la nature, de défense de l'environnement et du vivant, où là, encore une fois, c'est un sujet polémique. Et en littérature, c'est encore un peu niche. C'est niche dans le sens où on n'en parle pas beaucoup, enfin, on n'a pas beaucoup de revues, il y a de plus en plus de séminaires qui commencent à se déployer autour de ce thème, mais c'est pas encore la thématique la plus prégnante. Et puis, la question du végétarisme, c'est aussi une question, bien sûr, qui fait grincer des dents, quoi. Donc il y a ça aussi qui entre en jeu. Avec la question des prix Nobel vient souvent la question des quotas, donc le fait d'alterner entre femmes et hommes au niveau des prix littéraires, etc. En vrai, la question des quotas, on peut la mettre partout. La publication, est-ce qu'on va publier autant d'hommes que de femmes, etc. Et donc le matrimoine, est-ce que ce serait pas aussi des quotas? Qu'est-ce que tu peux dire au niveau chiffres, puisque on a aussi tendance à entendre qu'il y a beaucoup moins de femmes autrices, donc c'est pour ça qu'on les voit moins. Est-ce que c'est vraiment ça la question? Est-ce que ça se vérifie au niveau des chiffres ou pas? Du coup, la question des quotas, elle est toujours un peu tendancieuse, parce que c'est malheureux de se dire qu'on a besoin de quotas pour intégrer des femmes à un héritage culturel, à un paysage culturel, mais en même temps, on voit bien que c'est quelque chose qui est souvent nécessaire. Enfin, effectivement, on pourrait se dire, oui, mais enfin, c'est malheureux, on force le prix Nobel de telle année à ce que ce soit une femme qui le reçoive, alors peut-être que c'est une œuvre d'homme qui devrait être récompensée. Je pense que si le quota n'existait pas, la tendance serait assez claire, c'est-à-dire quasiment pas de femmes, alors qu'elles ont des œuvres qui mériteraient d'être récompensées également. Donc ça oblige aussi un peu les gens à se demander est-ce qu'il y a des œuvres de femmes qui ont été passées sous silence et qui méritent une certaine visibilité, une reconnaissance pour leur travail. Donc en ça, moi je trouve que c'est positif. Et encore une fois, ça ne
ça n'entachera pas l'œuvre d'un des hommes. En fait, concurrent masculin. C'est ça le truc, on a tendance à dire que ça dessert énormément les hommes au final. En fait, il y a cette idée où ça dessert les hommes, alors que je pense que ça les dessert pas, parce que le système est fait d'une telle sorte qu'ils peuvent toujours s'en sortir et qu'ils peuvent toujours bénéficier d'une reconnaissance. Alors certes, le prix Nobel, ce n'est pas rien, mais si l'œuvre est si... on pourrait dire oui, mais si l'œuvre est si qualitative, l'argument est valable pour une femme aussi, mais on sait que c'est faux, parce qu'on n'irait pas spontanément chercher les œuvres des femmes, et on voit bien que ce quota permet de mettre en lumière des œuvres dont on n'aurait sûrement pas connaissance aujourd'hui, alors qu'elles méritent la reconnaissance qu'elles reçoivent. Je veux dire, là, le prix 2024, ça met en lumière la littérature sud-coréenne qu'on ne connaît pas tant que ça, et ça met en valeur des sujets qui sont importants et qui méritent manifestement une reconnaissance. Et là, je pense qu'il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits pour montrer que c'était pas que la thématique qui importait, mais qu'il y avait un travail de l'écriture. Moi, je peux pas l'analyser, je parle pas sud-coréen, donc voilà. Et puis, pour cette question des quotas, non, je pense que c'est important. Je suis pas la seule à le penser, hein. Il y a Aurore Evin, encore une fois, celle qui parle de matrimoine. Elle expliquait que, effectivement, alors pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire ce détour, vraiment, cette insistance sur le féminin. Par exemple, pour le matrimoine, on pourrait très bien parler d'héritage culturel. C'est pour englober les productions masculines et féminines, mais elle explique en fait qu'il faut absolument passer par la mention du féminin, parce que si on passait directement de patrimoine à héritage culturel, le contenu ne changerait pas. C'est-à-dire qu'on aurait juste cette impression un peu pervers de dire, en fait, on parle d'héritage culturel, donc il n'y a pas besoin de parler de femmes ou d'hommes, parce que tout y est, alors que le contenu resterait majoritairement masculin. Et encore une fois, pour en revenir à cette question de quota, il est nécessaire d'introduire du féminin pour ensuite avoir cet équilibre et repartir sur quelque chose d'un peu plus pondéré. Et on le voit bien au niveau des chiffres, il serait intéressant de questionner ces quotas avec, par exemple, les pièces qui rentrent au répertoire de la Comédie Française. Il y a des chiffres que, encore une fois, Aurore Evin met à disposition du public pour notre plus grand bonheur, où elle explique qu'à l'Ancien Régime, il y a des femmes qui écrivent, elle en dénombre à peu près 150, alors qu'on n'en connaît pas, finalement. 19e siècle, c'est 350 femmes. 20e siècle, c'est 1500. Donc il y a de plus en plus de femmes qui écrivent. Donc là, encore une fois, l'idée de dire, mais si on ne retient pas des œuvres de femmes parce que les femmes n'écrivent pas, c'est faux. Là, pour le théâtre, il y a beaucoup de femmes qui écrivent. Il y a beaucoup de metteuses en scène. Alors certes, on met plus en avant peut-être facilement les metteuses en scène, et encore, je suis pas sûre, que les dramaturges. Et qu'est-ce qu'on constate dans le registre de la Comédie Française, le répertoire? Ancien Régime, on a 17 œuvres sur 150. C'est rien, mais c'est déjà mieux qu'aujourd'hui, parce que 21e siècle et 20e siècle, on est à 3 œuvres, 5 œuvres au 20e siècle, alors qu'on avait 1500 autrices. Et alors on voit final, en fait, on voit que ça s'inverse, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui écrivent, il y en a de moins en moins qui rentrent au répertoire. Elle disait qu'entre 1985 et 2000, il n'y a aucune pièce écrite par une femme qui est rentrée au répertoire de la Comédie Française. Donc, c'est facile de dire, il n'y a pas besoin de quotas, si on a bien compris, il faut intégrer les œuvres des femmes. Mais manifestement, il y a des femmes qui écrivent, on a plus de 1500. Mais sans les quotas, on ne les intègre pas, et c'est pas faute de qualité. Les œuvres de femmes sont qualitatives, il y a des chercheurs pour le montrer. Enfin, si les œuvres de femmes étaient si nulles, les gens ne travailleraient pas dessus. Enfin, c'est ce que je te disais, un chercheur qui passe sa thèse, qui passe sa carrière universitaire à travailler là-dessus, au mieux il est bête, au pire il est masochiste, parce qu'il n'y a personne qui travaillerait sur un truc profondément nul. Et, je veux dire, la recherche, ça prend ton temps, ton énergie, ton envie. Il faut un minimum être convaincu de ce qu'on dit aussi, quoi. On vient de faire un détour un peu théorique par les chiffres, etc. Mais en pratique, que ce soit dans le milieu de la recherche ou alors le milieu de l'enseignement ou le milieu culturel, comment est-ce qu'on pourrait mettre en avant ce matrimoine? Est-ce que tu as des idées, ou peut-être d'autres chercheurs, chercheuses qui ont trouvé des idées et qui proposent des choses? Alors le matrimoine, comme dit, c'est quelque chose d'assez récent, on va dire. Je pense que c'est une réponse assez simple. Finalement, il faut en parler, il faut comprendre déjà l'intérêt que revêt le matrimoine. Hein. C'est histoire de dire que c'est pas juste parce qu'on est engagé, c'est pas juste pour faire encore parler des femmes de façon légère, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Oh, encore les femmes, on en a marre, il n'y a que ça ». Oui, c'est ça. Il y a cette critique parce que ça fait du coup quelques années maintenant que les études de genre, on a parlé d'éco-critique tout à l'heure, que l'éco-critique, ce sont des problématiques qui s'insèrent dans le milieu universitaire. Bon, on va en parler tout à l'heure, pas si bien insérées que ça,
mais on en parle de plus en plus et il y a beaucoup de chercheurs et même de chercheuses, même si c'est souvent des chercheurs, qui disent que au final, on ne parle plus des textes, on ne fait que de la politique, que du militantisme. Est-ce que, selon toi, c'est vrai ? Est-ce que c'est au final si mal que ça d'insérer de la politique et du militant dans nos pratiques de recherche? Pour répondre à la question, déjà la critique on ne considère plus texte, c'est faux, parce que je veux dire, quand on fait un mémoire en littérature, on fait pas un mémoire en sciences sociales, on fait pas un mémoire de sciences politiques, on fait un mémoire de littérature. Donc à un moment donné, on est confronté à une analyse de texte, et donc oui, on doit montrer que il y a des procédés qui sont utilisés, mais c'est l'interprétation qui va un petit peu diverger, qui va dire voilà, ça permet de servir aussi une idée, une critique, une dénonciation, et heureusement qu'il y a cette partie-là un peu plus morale, parce que littérature et morale ont toujours été liées, c'est vieux comme le monde, la question de la censure, etc., la liberté d'expression, heureusement qu'il y a cette partie-là qui s'insère et qu'on n'est pas juste sur un texte coupé de toute réalité, parce que la littérature, c'est un art qui n'est pas coupé du monde, c'est un art qui dit quelque chose sur une société, sur des personnes, sur des valeurs, et qui renseigne aussi. Et donc, bien sûr qu'il ne faut pas se priver de cet aspect-là, il ne faut pas que ça prenne toute la place, il faut laisser une part au texte, mais bien sûr qu'une analyse conjointe est, à mon sens en tout cas, bienvenue. Et encore une fois, quand bien même certains diraient oui, mais enfin c'est anachronique parce que l'étude féministe, ça n'existait pas, ça se précise, ça aussi, c'est une question de posture. À partir du moment où le texte est publié, il n'appartient plus finalement à l'auteur, parce que essayer de rattacher toujours un texte à une intentionnalité, c'est essayer de dire quelque chose qu'on ne pourra jamais dire. Qui suis-je pour dire ce que Proust ou ce que Victor Hugo a voulu dire dans son texte ? Non, je ne peux que faire des analyses vis-à-vis de ce que je lis. Et le texte, force est de constater qu'il n'existe que par la lecture, et c'est la lecture qui va le réactualiser à chaque fois. Et c'est ces multiples lectures et le fait qu'un texte puisse avoir des ressources internes qui permettent à chaque fois de dégager de nouvelles interprétations qui en font sa richesse. Alors, il y a des choses qui se formulent, on ne peut pas forcément dire tel auteur est très féministe, mais en tout cas, on peut dire peut-être qu'il y a un tel regard posé sur une question qui diverge de l'opinion générale. Encore une fois, c'est de la formulation, mais on ne prétend pas savoir ce que dit l'auteur, on ne fait pas nécessairement un anachronisme, mais encore une fois, le texte, on l'analyse, sinon on ne pourrait pas dire c'est tout un travail sur la réception, c'est un pan de la critique absolument énorme, l'esthétique de la réception, le fait qu'au final, le lecteur, donc nous on est universitaire, etc., mais même le lecteur lambda, entre guillemets, peut plaquer justement les idées si elles sont argumentées. Évidemment, il faut trouver de quoi dans le texte, mais moi ça me semble pas déconnant de... Oui, moi non plus. Il y en a a priori pour qui ça l'est, donc moi je pense que non, je pense justement que ça montre la richesse d'un texte. C'est un texte qui est figé dans une interprétation, quel plaisir est-ce qu'il y aurait à l'analyser ? Ça veut dire au concours, on aurait juste à apprendre une analyse de texte et puis voilà, et il n'y aurait pas d'esprit critique. C'est ça, et puis j'ai l'impression que du coup ça figerait énormément la littérature, puisque si on ne peut se permettre de critiquer, d'analyser que des œuvres qui appartiennent à notre période, ce serait hyper restreint. Ça serait personnellement, quand on lit parfois des œuvres qui datent du 17e, 18e et qui nous semblent beaucoup plus modernes que des œuvres contemporaines, ces œuvres-là, on ne doit pas les laisser de côté. Donc ça c'est une critique un peu facile, je dirais, dire on se confronte pas au texte, parce que c'est faux. Sinon on ferait pas d'études littéraires comme dit. Puis pour la question que tu posais avant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour le matrimoine, comment ça se met en place. Là, la réponse, je pense qu'elle est assez simple. Encore une fois, c'est comprendre à quoi ça sert et pourquoi c'est important. Donc, il faut en parler. Il faut essayer d'ouvrir un peu son esprit aux propositions. C'est ça, il faut s'éduquer. Il faut aussi comprendre que c'est pas juste pour casser les pieds de X et Y qu'on en parle. Et c'est parce qu'il y a des femmes qui méritent, en fait, juste qu'on rétablisse un peu de légitimité à leur œuvre. Mais ça pose aussi après une vraie question de représentation, d'identification et de construction de soi. On n'apprend rien de nouveau. Comment est-ce qu'une jeune fille peut s'imaginer devenir scientifique si elle n'a aucun exemple de femme scientifique ? Comment est-ce qu'une jeune fille qui se construit dans l'enfance, l'adolescence peut s'imaginer écrire si elle a que des hommes blancs qui ont écrit ? Elle se dit, c'est pas pour moi la littérature. Pareil, ça pose la question des enjeux sociaux avec toute cette question de littérature
populaire, littérature des quartiers, etc. Il y avait ça à un moment aussi pendant les années 2000. C'est dire, ben oui, même en venant d'un quartier, même en venant d'une petite province perdue du massif central, on peut écrire et on peut prétendre à ce statut social. On n'est pas nécessairement parisien, 5e arrondissement, pour accéder à ça. Et c'est important. Donc oui, dans la construction de soi, dans la représentation, c'est quelque chose dont on consciente les artistes déjà à l'époque, années 20 et même avant, où elles se disent, bah, comment est-ce que je fais pour marquer une filiation entre femmes, sachant que j'ai pas de modèle, comment est-ce que je fais pour mettre en scène un personnage qui cherche à se construire et donc qui cherche des points d'identification, des repères quand il n'en existe pas dans son entourage. Donc il y a cette volonté de la part de certaines femmes de faire partie d'un matrimoine et qui ont conscience de cette problématique. Et c'est important aujourd'hui de dire, bah, remettre encore en avant une fois un travail qui a été effectué et finalement rendre invisible le travail d'invisibilisation qui a été mis en place 17e, 18, 19, 20e siècle. Et c'est important parce que, ben, en tant que personne, toi, moi, je trouve que c'est quand même positif de se dire il y a des chercheuses qui existent, il y a des journalistes femmes qui existent, il y a des politiciennes et donc tout est possible au même titre qu'un homme. Enfin, je veux dire, un homme ne se pose pas cette question. Pour moi, c'est hypocrite de dire que ce sont des questions secondaires qui n'ont pas d'intérêt, qui sont purement politiques et polémiques. Parce que ça touche quand même au champ des possibles et on voit bien que tant qu'on n'a pas de modèle, le champ des possibles reste à écrire, quoi. Et on voit bien qu'il y a des femmes qui l'ont fait avant. Oui, en plus, ça ne dessert pas le travail des hommes non plus. Enfin, ouais. on peut reprendre sur la question des quotas, etc. Même si je pense que c'est une question qui est beaucoup plus vaste que ça. Mais à aucun moment on dit qu'il faut aller taper sur les auteurs hyper canons, genre Victor Hugo. T'en as cité plein, Alexandre Dumas. À aucun moment on dit qu'il ne faut plus lire. En tout cas, c'est pas la position. Voilà, c'est pas la position que tu as, c'est pas la position que j'ai. Il y a sûrement des personnes qui pensent qu'il faut faire. Je suis pas convaincue, vraiment. Mais voilà, il y a cette espèce de peur de... il y a cette peur un peu castratrice de... ça y est, on va faire table rase du passé, stop les œuvres d'hommes, on met que des femmes à l'honneur. C'est pas ça le but, encore une fois. Et c'est vraiment une vision qui est liée de toute façon à la question féministe. C'est cette peur un peu que... on vienne faire la misère à tous les hommes, qu'on les réduise en esclavage et qu'on dénigre tout ce qui a été produit par un homme. Pas du tout. C'est quelque chose de profondément pacifique en fait. Lire des livres en fait. C'est quelque chose de plutôt positif, c'est-à-dire qu'on a bien conscience qu'il y a tout ça qui existe, mais ce serait quand même sympa de rendre à César ce qui appartient à César. Pour prendre Colette, je veux dire, il n'y a rien eu de choquant à dénoncer le fait que son mari utilisait Colette comme auteur fantôme et mettait son nom dessus. C'est rien de scandaleux à rétablir son nom sur les œuvres, par exemple, parce que c'est sa production. Il y a aussi cette question-là, au-delà des femmes qui ont écrit et qui ont pu se cacher entre guillemets derrière des pseudonymes masculins, il y a aussi des hommes qui se sont accaparés le travail des femmes. Là, je pense à... Alors, du coup, ça, c'est pas avéré, mais je pense à l'ouvrage sur Shakespeare. Était-il une femme? Ouais, voilà, c'est ça. Je trouve que c'est... C'est Aurore Eva aussi. Je ne sais pas si c'est Aurore Eva. Il me semble, si. Donc, on a cet exemple-là, qui, pour le coup, n'est pas avéré, c'est plus une enquête et un... et si, ouais. Mais, il y a... il n'y a pas de mal, je vois pas où est le problème à juste dire, accepter que c'est quelque chose qui s'est produit dans l'histoire, où on a choisi de rayer les productions féminines et de dire, ok, on n'est pas d'accord avec ça, on est capable d'accepter qu'il y a des femmes de génie qui ont produit des œuvres artistiques dignes d'être reconnues, admirées, célébrées, et juste de faire un peu de place sur son étagère pour elles, quoi. Pour moi, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Bon, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. On a parlé de plein de sujets. On mettra évidemment en barre d'infos beaucoup de ressources. Des ressources. Des ressources, je pense pas. Des ressources pour ceux que ça intéresse. Des essais, des articles. Même des podcasts. Ah, t'as des podcasts aussi à France conseiller? Culture, en fait, ils ont fait pas mal de trucs, ouais. Incroyable. Du coup, on mettra tout ça pour ceux que ça intéresse. Si vous avez évidemment des questions, je pense que Léa passera dans les commentaires pour y répondre et j'y serai
j'y serais aussi pour approfondir ou pour corriger ou pour expliquer certaines choses. Oui, ou après, ça a des remarques, des ajouts, des anecdotes. Partager, c'est toujours ça de prix. Voilà, c'est ça. Si vous avez des œuvres écrites par des femmes que vous adorez, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. On adore en découvrir. Est-ce que, avant de terminer, tu aurais, je sais pas, ton œuvre ultime écrite par une femme que tu voudrais conseiller et qui n'est pas assez connue selon toi? J'en ai plein. Je te prends carrément au dépourvu. Ouais, mais spontanément, parce que je l'ai relu pour mon mémoire. Enfin, vraiment, c'est l'œuvre en prose d'Hilda Doolittle, HD. Portrait d'aujourd'hui. C'est paru en plus au format poche chez Antoinette Fouque, donc c'est la maison d'édition, donc tant mieux, des femmes. Moi, je trouve ça génial, parce qu'après, voilà, il faut aimer les récits de destinée de femmes artistes. Moi, c'est vraiment le type de roman, vraiment, je suis cliente. Après, moi j'aime bien les romans graphiques. Il y a toute une série qui est parue sur des destins de femmes, des vies de femmes. Il y a Joséphine Baker, il y avait Kiki de Montparnasse, alors, bien sûr pour la période des années 20, mais il y en a plein d'autres. Je n'ai plus le nom exact de la maison d'édition, donc je le mettrai en barre d'infos. Et on mettra la photo, voilà, ouais, elle s'affiche juste là. Bokel, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Ça, j'aime beaucoup, mais ouais, les romans graphiques, j'en ai un que j'ai lu il n'y a pas longtemps et qui était trop bien, c'était sur Gisèle Halimi, où ça revenait sur tout son parcours, les grands procès qu'elle a défendus, etc. Donc moi, c'est vraiment mes petites recommandations livresques qui font plaisir, quoi. Pépites cachées. Ouais. Bah écoutez, moi j'en ai déjà parlé plein de fois, et je pense que je vous en reparlerai aussi, puisque j'ai prévu une vidéo sur tout son théâtre. Justement, je vais vous parler d'une dramaturge qui a aussi écrit des romans et de la poésie. Il s'agit de Agota Christophe. J'ai hâte. Voilà, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos qui vont s'afficher normalement dans le petit i. et voilà, donc c'est une autrice que j'ai découverte qui pour le coup est hongroise, mais qui a immigré en Suisse quand elle avait une vingtaine d'années, etc. Donc qui écrit en français. Et ça a été une claque de fou. Ouais, ça tu m'avais dit. Son théâtre absolument génial. J'ai pas encore lu ses romans, mais ça ne saurait tarder. J'ai lu son autobiographie qui, pour le coup, je suis pas friande des autobiographies, mais là je l'ai trouvé incroyable. Justement, tout son parcours, le fait d'être une femme en Hongrie, donc elle est née dans les années 30, il me semble. Ouais. Donc on a toute la réflexion aussi politique. Pour le coup, elle est comme assez critique du régime soviétique, comme on peut l'être à l'époque, en tout cas on espère. Et elle parle justement de comment est-ce qu'elle est devenue dramaturge, comment est-ce qu'elle est devenue autrice. Donc voilà, son autobiographie s'appelle L'Analphabète, mais je crois que j'ai prévu une vidéo ou un format court bientôt sur plus court que notre vidéo, quoi. Donc ça suit, donc c'était ma recommandation. Bah écoute, merci beaucoup Léa d'être venue. Merci à toi pour l'invitation. C'était incroyable, on a parlé de plein de sujets différents. La discussion aurait évidemment pu continuer. Vraiment durer, mais à un moment donné, il faut que ce soit regardable quand c'est... On espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker. Ça fait plaisir du coup maintenant à 2 personnes. À commenter à vous abonner, à mettre la petite cloche. Voilà, exactement, elle fait le travail pour moi. Et donc à commenter vos éventuelles remarques et questions. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Salut!